Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 19 mai 2025. Plus les jours passent, plus on se rapproche progressivement du rendez-vous de 2026. Une année charnière aux multiples défis et aux nombreux enjeux. On fait ainsi allusion aux prochaines consultations générales qui retiennent les attentions aussi bien de la classe politique, de la société civile que de l'ensemble des populations. La jeunesse n'est non plus du lest dans cette attente latente. Et c'est justement de cette jeunesse que nous nous proposons de parler ce soir dans l'info continue. On essaie d'analyser sa part de responsabilité dans le maintien et la production de la paix en période électorale. Beaucoup y voient là un levier important et une cible manipulable lors des mécontentements pré- et post-électoraux. Avec les débatteurs donc, on tente de tirer la sonnette d'alarme sur la nécessité pour chacun de se convertir en apôtre de paix. En plateau, Jules Léandre Kitty, chroniqueur politique et consultant média. Jules Léandre Kitty, bonsoir. Bonsoir Wahab et bonsoir à tous les amis de Canal 3 Bénin. Allez, merci pour votre disponibilité. En face de vous, Serge Defodji, les juristes communicants. Serge Defodji, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous fais la toute première question, Jules Léandre Kitty. Comment vous voyez, dois-je dire, le climat politique actuel au Bénin? Je pense que le climat politique actuel au Bénin est caractéristique des enjeux actuels et de l'époque. Il faut le retenir presque comme une parole d'évangile que la politique, comme la vie publique d'ailleurs, est dynamique. Et ce sont des hommes et des femmes qui animent. Donc, c'est des générations qui montent, qui animent la vie et qui ont leurs préoccupations et qui vivent avec les moyens de leur temps. Vous voyez aujourd'hui, si quelqu'un vous lui posez la question, je sais là où vous voulez en venir, est-ce que le climat politique est stable, est-ce que c'est rassurant ou est-ce que ça ressemble à une eau trouble, est-ce qu'il y a des appréhensions, des inquiétudes? Je vous réponds tout de suite que, en fait, il y a stabilité et il y a le risque permanent que ça soit déstabilisé. D'où la nécessité pour chacun d'œuvrer dans son périmètre d'influence dans la légalité, dans la coexistence pacifique avec l'autre, à qui vous devez de reconnaître son droit de ne pas être d'accord avec vous, et après que chacun reconnaisse qu'il y a les manières de se dire certaines choses, et que chacun reste dans son couloir, et que la bataille des idées se fasse parfois. Si le jeu politique ou la scène politique ou le climat politique ne ressemble pas à quelque chose d'explosif, il n'est pas vraiment dans son originalité. Mais au même moment, la délicatesse de ce climat, c'est que si tout le monde n'est pas éveillé, moins d'étincelles, ça peut éclater. Ça peut éclater. Mais si ça dort encore complètement, ce n'est pas bien. Et je finis en vous disant que, regardez, s'il y a 10 ans, 20 ans en arrière, ou 10 ans seulement, si on vous disait, on posait à n'importe qui la même question sur le climat politique, la réponse ou les facteurs d'analyse ne seraient pas la même chose. Avec le développement du numérique, par exemple, le citoyen qui aujourd'hui, derrière son smartphone, peut participer directement, quel que soit son âge, quel que soit où il se trouve, au débat public. Avant, alors, vous faites quelle lecture de la situation, pour ne pas dire du climat politique actuel au Bénin? Oui, mon analyse n'est pas contraire à ce qu'il présentait déjà. Il faut dire qu'il y a une jeunesse effectivement montante qui a envie de faire ses preuves, qui a envie aussi d'intervenir par rapport à ce qui se passe sur le plan politique. Maintenant, est-ce que cette jeunesse-là mesure tous les risques qui sont autour, et est-ce que cette jeunesse-là a conscience de sa responsabilité dans le maintien de la paix en ces périodes-là? C'est la question qui faille se poser. Et lorsqu'on pose ces questions, il a évoqué aussi subtilement dans son intervention, il faudrait juste que nous sachions, nous maîtrisions un peu les règles de vivre ensemble et respecter son semblable, accepter que tout le monde ne peut pas aller dans la même direction
travailler dans le strict respect. Et l'autre chose que moi je pourrais peut-être ajouter, c'est que c'est vrai qu'on peut rester derrière nos smartphones et dire ce que nous voulons. Mais est-ce qu'on est suffisamment conscient que ce que nous faisons comme simple geste peut occasionner le chaos? D'accord. Donc, lorsqu'on a conscience de cela, on saura qu'on ne peut rien faire si le truc ne favorise pas ou ne préserve pas ou, je veux dire, ne pérennise pas la paix. C'est-à-dire que les jeunes ont un rôle sensible à jouer dans ces circonstances-là. Et ce rôle-là les appelle à savoir, c'est que à constituer un vecteur de paix en toutes circonstances. En toutes circonstances. Alors, nous parlons de 2026, nous parlons également de la responsabilité de la jeunesse à préserver la paix pour 2026, parce qu'on connaît un peu les histoires qu'on peut accrocher au cou de la jeunesse pour les différentes élections que nous avons eues par le passé. Mais pour 2026, comment vous voyez les choses? Pour 2026, il y a quelque chose d'inédit qu'il faut prendre en compte. Si on rate, on s'abstient de prendre ça en compte. À la limite, on tomberait dans le piège que mon feu père m'a demandé d'éviter en toutes circonstances. On refuserait de réfléchir. D'accord. Parce que, et ça je l'ai dit dans plusieurs chroniques politiques, nous sommes en face d'un triple facteur ou événement qui va se produire de maintenant à 2025. Nous sommes dans ce vent-là. Il y aura forcément les effets palpables de la recomposition de la classe politique, du rajeunissement de la classe politique et du renouvellement de la classe politique. C'est-à-dire que vous avez la recomposition. Vous avez constaté qu'avec la réforme du système partisan et après les mutations dans l'adaptation que chacun faisait de ça ou chaque chapelle faisait de ça, vous avez des noms de partis politiques qui ont disparu. Oui. Vous avez d'autres qui viennent. Les acteurs ne sont plus les mêmes. Et avant 2026, puisque, la loi le permet, 2, vous voyez les comportements des acteurs politiques, vous avez l'impression qu'il y en a qui donnent des signes de ce qu'ils ne se retrouvent pas dans le marigot dans lequel ils auraient aimé se retrouver, où ils n'affichent pas la sérénité qu'il faut, ou d'autres qui expriment des velléités de pouvoir se repositionner autrement. Ça veut dire que d'ici 2026, vous pouvez avoir cette recomposition-là. Et les enjeux de 2026, l'inédit, c'est d'abord que pour la première fois, on fera des élections générales. On va faire la même année des élections présidentielles, on va faire les élections législatives, communales, municipales. Vous voyez, au sein des chapelles politiques, ça va se discuter, ça va tirer, et chacun dira, est-ce que c'est moi qui reste au niveau communal, et c'est moi qui m'autorise des ambitions. Vous voyez des tiraillements futurs par rapport à cela? Oui, bien sûr. Même au sein des formations politiques. Et sur le rajeunissement de la classe politique. Oui. Vous voyez, si... certains ont l'impression que la réforme du système partisan a sur certains pans un peu forcé. C'est parce que en 1990, quand on est parti avec un ballon de frustration gonflé, qu'on a explosé après, on a joui des libertés sans limite, les choses ont changé et il faut s'adapter. Les lois ne sont même plus les mêmes. Alors, si quelqu'un était né en 1990, aujourd'hui, il n'est pas loin de la quarantaine. Oui. Ça veut dire que celui-là, il est dans la phase finale de son cycle de teneur de sac ou de tâcheron politique. Oui. Il se découvre à juste titre des qualités de leader. Il veut grandir. Très bien. Il a grandi. Voilà. Maintenant, vous avez une génération intermédiaire qui a fait avec les plus anciens, mais qui n'est pas si vieille que ça, mais qui essaie de tenir, qui peut tenir les rôles, mais qui est obligé de composer avec cette jeunesse-là qui monte. Maintenant,
le rajeunissement, vous allez voir, il y a des aînés en politique. Vous avez des gens qui, si eux-mêmes refusent de partir, déjà que la réforme du système partisan telle qu'elle est organisée pousse certains amicalement, gentiment et respectueusement vers la porte. Il y a d'autres qui vont se surprendre, lâchés par les forces, et je vais être cru, physiques, intellectuelle, et puis toute la débauche, la charge psychologique que ça fait, émotionnelle, ils ne pourront plus supporter. Ils vont se trouver par les réalités du monde. Quand nous allons avoir tout ça ensemble, alors que, par fini, cette réforme du système partisan impose que on rajoute à l'inédit en disant, en imposant que les partis politiques travaillent comme ils l'ont jamais fait de l'histoire du Bénin. Il faut par exemple, si la charte des partis politiques en reste en l'état, y compris le code électoral, que chaque parti politique qui veut aller aux élections, par exemple, législatives par exemple, puisse se taper 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Et la seule brèche qui est ouverte par la loi, c'est que vous avez des partis qui, en amont, se sachant plus ou moins faibles dans certaines régions, peuvent faire des accords de législature. Et encore là, il faut que dans ces circonscriptions-là, chacune des formations puisse avoir 10% au moins pour qu'on mette ensemble. Du coup, les phénomènes du genre positionnement fantaisiste à la tête du client, où on ne positionne pas par exemple des gens qui peuvent vraiment faire l'affaire pour les partis politiques, ça va être compliqué. Ça peut créer des déchirures. Voilà, donc, il y a autant d'éléments qui font que ça va bouillonner, mais là encore, même quand c'est à 90 degrés, des gens qui sont bien formés, qui sont bien instruits et qui sont bien renseignés sur la législation qui gouverne les opérations électorales et politiques dans le pays, vont se comporter, on fera la joute électorale. Alors, Léandre Kiti nous fait une description un peu qui, à la limite, peut créer, des frustrations par moment, des mécontentements, pourquoi pas pré-électoraux ou post-électoraux, c'est selon. Dans ce débat ou dans ce climat-là, comment la jeunesse doit se comporter? Comment prévenir, d'abord, comment prévenir, je dirais, une situation pareille? Dans votre propos liminaire, vous avez dit que la jeunesse est facilement manipulable. Oui. Et donc, en tout cas, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit d'elle. Non, moi, je ne suis pas, je suis pas contre ce que vous avez dit. Je suis en phase avec ça. Parce que c'est ce qui s'observe. Il y a beaucoup de facteurs qui justifient la chose. Mais je pense que dans de pareilles circonstances, il faut savoir raison garder, la première des choses à faire. Et moi, je ne dirais pas à la jeunesse de rester spectateur. Je recommande même fortement qu'elle soit acteur de ce qui, ou actrice de ce qui va se passer, mais tout en ayant l'idée que tous ces faits et gestes-là devront être pour transmettre des messages de paix. Je veux dire que même si on se retrouve du côté, par exemple, des dénonciateurs, il faut le faire dans les règles de l'art. Il faut, même si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer toi-même. Et donc, faut faire les choses dans les règles de l'art, c'est de ne pas, par exemple, diffamer, c'est de ne pas envoyer des propos diffamatoires, c'est de ne pas envoyer, distiller des propos haineux, inciter à la violence. Et de l'autre côté, par exemple, dans le rang des défenseurs, c'est aussi de mesurer leurs propos et de ne pas vériter dans les insultes tous azimuts, de ne pas aussi inciter à la violence. Donc, dans tout ce que la jeunesse doit faire, elle doit savoir que d'abord, ça respecte les législations en vigueur et préserver à tout moment la paix dans ses propos. Et préserver la paix dans ses propos, je ne veux pas revenir forcément sur ce qu'on a eu à dire, mais c'est de savoir déjà que c'est de cultiver la tolérance. La tolérance, respecter son vis-à-vis, accepter que l'autre ne soit pas d'accord forcément avec vous. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un travail que les partis politiques peuvent faire, par exemple, aux jeunes qui sont des militants de leur formation? Oui, les partis politiques ont aussi un grand rôle à jouer dedans, parce que au final, on dira que ce sont ces partis-là qui
les instrumentalise entre griffes. Et donc, si les partis politiques veulent utiliser cette jeunesse-là, qu'ils demandent ce qui doit se faire selon les législations en vigueur. Donc, si les partis politiques envoient un jeune, par exemple, va insulter ou va organiser telle chose qui mettra à mal la paix, je crois que le parti serait quelque peu, on peut se permettre de dire irresponsable. Irresponsable en ce sens que vous voulez aller à la conquête du pouvoir et son exercice, et vous savez que s'il y a le chaos, peut-être que l'élection n'aura même pas lieu. D'accord. Il faut que nous soyons suffisamment conscients des enjeux. Et il s'agit, on s'apprête à faire une expérience qu'on n'a jamais faite jusque-là. Et donc, cette expérience-là nous amène à prendre beaucoup de dispositions. Vous voyez, votre émission, ce que le thème qu'on est en train d'animer, ça peut susciter des interprétations, mais ce que les gens oublient, est-ce que nous nous apprêtons à faire un exercice qu'on n'a jamais fait. Et par rapport à ça, il faudrait forcément que nous profitions, que chacun soit préparé en conséquence. Alors, et travailler pour non seulement la préservation de la paix, mais pour sa pérennisation. Alors, Gilles Léandre Kitty, on parle de la jeunesse qui souvent est manipulée. Quand on parle de contestation électorale, souvent ce sont les jeunes qui sont mis dans les rues pour faire des casses et autres. Est-ce que vous pensez qu'un travail de sensibilisation doit être fait pour que la jeunesse puisse prendre conscience de son rôle, de son importance et de sa, du droit de préserver la paix? Oui, c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, cela doit être une activité ou une bataille quoitidienne, même dans la vie ordinaire. Parce que on se demande qui doit faire ce travail, cette sensibilisation, qui doit la faire à l'endroit de la jeunesse. J'ai envie de vous regarder droit dans les yeux pour vous dire, tout le monde, vous êtes en train de le faire. D'accord. Le simple fait que vous, parce que je suppose, le métier que je connais le plus, c'est le vôtre. Je sais que même si votre rédacteur en chef ou votre chef service programme doit pouvoir censurer vos thèmes que vous choisissez, c'est vous qui réfléchissez, qui dites « Ah, mais ça me dit quelque chose, ce thème. » Pourquoi pas? Quand vous avez réfléchi, vous avez pensé à ce thème, c'est parce que vous, d'abord, vous vous êtes dit « Je suis citoyen. Moi, journaliste, si ça capote, je ne suis pas capable de venir faire mes émissions par ici. » Les médias, vous connaissez très bien l'histoire. L'histoire lointaine, mais qu'on peut toujours référencer pour parler, l'histoire de la radio des Mille Collines. On n'a pas eu au Rwanda. Donc, vous voyez la lourde responsabilité des acteurs des médias, parce que eux, quand ils parlent, non seulement beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs, de lecteurs leur font confiance. Vous n'avez pas idée de ce que vous faites. Il y a des gens qui, dans leur coin, disent, c'est moi-même que j'ai entendu, c'est Wahab qui a dit ça. Et donc, quand Wahab va chercher la fausse information ou fait ses recoupements, ne check pas bien les choses et vient livrer, et que ça fait des frustrations, ça crée problème, c'est grave. Wahab donc, a pris sa responsabilité. Nous avons pris les nôtres également. Alors, les partis politiques ont une lourde responsabilité dedans. Quand vous regardez dans l'achat des partis politiques, la responsabilité des activités qui incombent aux partis politiques, avant de trouver même la participation aux consultations électorales, il y a l'éducation civique, il y a la formation des militants, et c'est pourquoi l'achat des partis politiques a imposé à chaque formation politique de créer une école politique en son sein. L'école politique des partis politiques est là pour former. Quand vous formez les gens à maîtriser vos tests fondamentaux, vous les formez à maîtriser tout l'arsenal juridique du pays, d'accord? Mais celui qui connaît les droits, qui connaît ses limites, connaît ses droits à lui, il les exerce dans ces limites-là en toute connaissance de cause. Donc il est moins enclin à faire des bêtises. D'accord? Ça veut dire que vous réduisez chaque parti politique qui forme bien ses militants, réduit
les limites donc, de ces dérapages-là. Oui, oui. Mais je voudrais maintenant, parlant d'une composante qui fut majeure dans cet exercice-là et qui avait un impact extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la société civile. D'accord. D'accord. La presse pouvait être mise là-dedans, mais je la mets à l'écart parce que c'est un pouvoir assez important. Il ne faut pas aller le diluer là-bas. La société civile. Vous voyez ce qu'il en reste aujourd'hui. Malheureusement, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Je pense que c'est aujourd'hui, là, à l'ère du numérique, où le rythme de circulation de l'information est... avec l'avantage qu'un plus grand nombre de personnes est informé, mais en même temps, le risque qu'un plus grand nombre de personnes peut être emballé, manipulé. Oui. Vous parlez là des capacités de nuisance. Pourquoi très bien, du numérique. Oui. Alors, c'est au moment où il y a ce boom-là que la société civile qui faisait beaucoup dans la sensibilisation, dans l'éducation et la prévention des risques, et c'est en ce moment que cette société civile devrait être très forte, mais bizarrement dans notre pays, c'est en ce moment... La santé un peu absente, c'est ça? Non, mais elle est extrêmement affaiblie. Oui. Je ne voudrais pas dire faible, parce qu'en français facile, il y a une différence entre affaibli et faible. Et ça dépend d'abord, la responsabilité, c'est d'abord aux acteurs eux-mêmes. Parce que dans la vie, tous les droits, toutes les forces que vous voulez avoir, alors, Serge, vous réussissez à les conquérir. Comment faire pour corriger cette image quelque peu écordée de la jeunesse, jeunesse instrumentalisée par les partis politiques, jeunesse manipulée et autres? On tend vers 2026, je veux dire que la jeunesse en elle-même doit se lever d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, pour corriger son image. Pensez-vous que les gens ont vraiment pris conscience de la situation? Je ne dirais pas non ni par oui, parce qu'il y en a qui ont pris conscience véritablement de la chose, mais c'est un nombre assez, c'est une miniature, hein. Sinon le grand nombre reste encore, ne comprennent pas encore forcément les enjeux de ce que nous sommes en train de dire. Non, sinon, je pense que quand on pense, c'est vrai, vous avez parlé de la société civile de façon générale, mais il y a aujourd'hui des organisations de jeunes qui se démarquent et qui essaient, comme ils peuvent, de faire quelques actions de paix. Même en voulant venir sur ce plateau, j'ai vu une jeune dame qui a annoncé une marche pour la paix à Abomey-Calavi. Et ça aura lieu, par exemple, ce samedi, où elle a dénommé cette marche-là Samedi bleu. Elle veut instituer le port du bleu pour rappeler aux politiciens et aux jeunes, à tout le monde, que rien ne vaut la paix. J'ai discuté même un peu avec elle et elle me disait qu'elles ont choisi ce jour-là, samedi spécifiquement, parce que c'est le week-end que les politiques sortent très souvent et qu'elle voudrait que les jeunes puissent porter le bleu et pour aller sur ces meetings-là pour leur dire rien ne vaut la paix. Elle s'appelle Flora Agbra, elle fut ambassadrice de paix. Alors, je reviens je pense que s'il y a de ces gens, il y a d'organisations, ça veut dire qu'il y en a qui prennent conscience de la chose et qui sont en train de s'organiser pour rappeler aux autres là de faire pareil. D'accord. Je vais finir avec vous, Léandre Kitty, parce que le temps est vite passé. Est-ce que vous pensez vraiment que la jeunesse a pris conscience de tout ce qu'on dit d'elle, je dirais tout ce qu'on dit d'elle de négatif en ce qui concerne le passé, parce qu'on a eu des passés électoraux, pour ne pas dire quelque peu embrouillés, où c'est la jeunesse qui est souvent mise en avant. Est-ce que vous pensez qu'on a tiré leçon de cela, que pour 2026, la jeunesse peut surprendre de façon positive? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Il y a de la maturité à la matière. Oui, il y a de la maturité. Il faut déjà voir, comme les spécialistes des sciences sociales le savent si bien, ce n'est pas quand on a 100% ou de gens conscients de quelque chose qu'on peut penser qu'il y a de la progression ou il y a du progrès. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a risque zéro qu'on dit que c'est positif. Non. Si dans les passés électoraux que vous rappelez là, si ces passés ont pu être contenus, même s'il y a eu des risques, il y a eu même des morts, vous voyez, si ceux qui étaient manipulés par une certaine classe politique et qui sont descendus dans la rue pour faire des casses
et tout, et créer des situations, obliger peut-être les forces de l'ordre à réagir dans les limites qu'on n'aurait pas souhaitées. Si cela dépassait le nombre de jeunes qui étaient soit conscients ou mesurés, prudents, c'est qu'on n'aurait pas limité les dégâts. D'accord. Ça veut dire que ceux-là, vous voyez, beaucoup de jeunes ont fait la prison. Il y a des gens, j'ai appris qu'il y a des étudiants qui sont restés en prison 3 ans, 4 ans, parce qu'ils se retrouvaient dans ce genre de situation. Et quand ils sont en conflit avec la loi, on est obligé de l'appliquer. Mais quand vous êtes étudiant et que vous vous tapez 4 ans sans faire vos études, vous réfléchissez autrement. Ça vaut le perdant. Maintenant, quand la jeunesse d'aujourd'hui, je vous ai dit, le fait de dire qu'il y a un rajeunissement et que la jeunesse sera dans de grands rôles pour les échéances électorales qui viennent, oblige la jeunesse elle-même à se prendre au sérieux. Mon cher ami qui est en face de moi, écoutez, il a eu, je ne sais pas quel âge il a, mais il a eu ses 10 ans, ses 15 ans. Là où il est maintenant, s'il il a l'âge pour que, s'il était d'une formation politique par exemple, et qu'on le positionne pour être conseiller communal, je ne crois pas qu'il puisse se permettre maintenant de se comporter n'importe comment. Donc, ça devient une plus grande responsabilité. Voilà, une jeunesse qui va être, puisque l'échéance va consacrer la responsabilisation d'une grande part de la jeunesse, on peut gager de ce que la jeunesse va s'imposer d'être plus consciente dans ses comportements. Ce serait votre mot de conclusion. Oui, je vous donne 2 minutes, pour ne pas dire une petite minute, pour conclure. Le temps est vite passé. D'accord, je vais plutôt inviter mes pairs, parce que je suis jeune, à savoir que nous avons, je vais m'inclure, que nous avons une grande responsabilité dans le maintien de la paix en cette période électorale. Et pour cela, dans nos faits et gestes, nous devrons savoir raison garder. Nous devrions être des vecteurs de paix dans tout ce que nous voulons faire. Et sachant, nous avons la loi sur le numérique là, sachant quoi relayer, sachant quoi poster sur Internet et essayer donc de respecter vos semblables. Faites les choses dans les règles de l'art et vous êtes sûr que vous préservez la paix, pas seulement pour vous-même, mais pour toute la nation. Mais on ne va pas oublier de citer Félix Mfouboyi qui dit que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc la paix, ce n'est pas un acquis. Nous devons travailler toujours à la préserver. Oui, Léandre Kitty a laissé entendre que les publications que nous faisons sur les réseaux sociaux et autres, n'est-ce pas, que ça rime également avec responsabilité. Absolument. Oui. Quelqu'un publie quelque chose qui s'attend à ce que si ça enfreint au moment opportun qu'il puisse répondre de ça, c'est aussi ça la sécurité, merci beaucoup, la paix. chroniqueur politique et consultant média, Serge Defodji, consultant également, pour ne pas dire juriste communicant. Merci à vous deux pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion et demain mardi, autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.